Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous de l'information. Il est 22 heures, voici les titres. Le chef de l'État a tenu à se rendre à la foire internationale de Djibouti pour la seconde fois pour ressentir l'émotion et l'effervescence qui s'en dégage. Un accord de financement de 20 millions de dollars sous forme de dons et de crédits a été paraphé ce matin entre le ministre de l'économie et le représentant de la Banque mondiale pour le projet Zéro Bidonville. Les pourparlers engagés aujourd'hui en Suède par le gouvernement et les rebelles yéménites représentent une opportunité unique de ramener sur le chemin de la paix ce pays dévasté où la famine menace. C'était les titres, passons au développement de ces nouvelles. Les participants à la foire commerciale et internationale de Djibouti continuent d'exposer leurs produits et services. Un grand espace ayant été aménagé pour ce faire sur l'esplanade du Palais du Peuple. Cette foire commerciale est la seconde du genre organisée par la Chambre du commerce de Djibouti 2 années de suite. Inaugurée par le président de la République, cette exposition constitue une importante occasion pour les entreprises locales et étrangères qui présentent ainsi leurs produits et services au public. Le chef de l'État a tenu à s'y rendre aujourd'hui pour la seconde fois pour ressentir l'émotion et l'effervescence qui s'en dégage, accueilli à son arrivée par le président de la Chambre de commerce et plusieurs opérateurs économiques. Aujourd'hui, donc, cette journée pays a coïncidé avec les 40 ans de coopération forte entre la République de Djibouti et le Japon. Coopération qui se décline à plusieurs niveaux, allant de la diplomatie à l'économie et jusqu'à l'armée. Depuis 2011, avec l'installation de la première base d'ailleurs militaire permanente à l'étranger établie à Djibouti par le Japon. À cette occasion, le président de la République a visité les stands dressés par la partie japonaise qui participe à la seconde édition de la foire internationale de Djibouti. Le chef de l'État s'est attardé devant les stands des exposants japonais. Le président Ngele a visité successivement les stands culturels japonaises et la troupe folklorique japonaise venue d'Okinawa. De nombreux opérateurs économiques djiboutiens et japonais présents à cet événement ont pu assister à une exposition de photos des opérations d'appui dans lesquelles le Japon est engagé à travers l'AGK, mais aussi des habits traditionnels japonais ou encore les objets pour la cérémonie du thé notamment. Durant toute la matinée, de nombreuses activités ont été proposées, montrant la richesse de la culture japonaise, comme des chants et danses des différentes régions du Japon. Le président de la République était accompagné lors de ses visites dans les stands par l'ambassadeur de Djibouti au Japon et l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, ainsi que le président des ports et des zones franches, l'autorité des ports et des zones franches. Cette exposition commerciale offre de grandes opportunités, vous l'aurez compris, pour attirer des investisseurs étrangers, mais aussi d'exposer les artistes djiboutiens. Ainsi, le chef de l'État s'est attardé également ce matin devant les stands du célèbre artiste djiboutien Jeffrey Abdelrader Bamaklama. Toujours accompagné du président de la Chambre du commerce et des officiels djiboutiens et japonais, le président Ngele a apprécié les divers tableaux réalisés par le peintre.
Cette exposition commerciale offre de grandes opportunités pour attirer des investisseurs étrangers visant à pénétrer le grand marché des pays membres du COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre qui compte une population de plus de 350 millions d'âmes. Des centaines d'entreprises locales, régionales et internationales participent à cette exposition commerciale qui sera ouverte jusqu'au 10 décembre prochain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la position de Djibouti en tant que centre commercial et des affaires, en tant que hub logistique, un point d'interconnexion majeur des télécommunications. Djibouti jouissant déjà d'un positionnement géostratégique à l'entrée de la mer Rouge et du Golfe d'Aden, par où transitent par bateau 30% du commerce international et 20% des exportations des hydrocarbures vendus par l'Iran, l'Irak et les autres pays du Golfe. C'est en combinant tous ces atouts et avantages que Djibouti veut asseoir son développement économique et social. Elle joue également un rôle moteur dans l'intégration économique régionale. Prenons la parole en premier. Le président de la Chambre du commerce, Youssef Moussa Doualé, a exprimé sa satisfaction de l'évolution de la coopération djibouto-nippone. Nous l'écoutons. Sur le Doing Business aussi, qui a été pour le classement de Djibouti au 55e rang dans le dernier classement pour la Banque mondiale. Tout cela montre que Djibouti, avec la coopération et avec la relation privilégiée que nous avons avec le Japon, montre la bonne exemplarité d'une coopération vivante et qui est constante. C'est le plus important. Sans oublier le secteur privé qui intervient, le secteur privé djiboutien qui intervient aussi dans le cadre de beaucoup de programmes et surtout beaucoup d'importateurs djiboutiens des produits japonais. En passant aussi par la formation des jeunes pêcheurs pour les tableaux que vous voyez ici, c'est les établissements marins qui travaillent en collaboration avec le PNUD, avec la JICA, pour former des jeunes pêcheurs, tout en utilisant Yamaha comme partenaire. Je remercie Luc Maril d'avoir aussi initié ce programme et nous continuerons à ce qu'il y ait des programmes ponctuels du secteur privé en relation avec le Japon. Pour sa part, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areta, a mis en avant la bonne organisation de la foire internationale de Djibouti. Cette exposition commerciale, a-t-il dit, offre de grandes opportunités. Voulu marquer ce 40 ans en faisant de sorte que cette journée mémorable soit célébrée à tous les niveaux. Au niveau culturel, par l'art, nous avons le secteur privé. Et le secteur privé aujourd'hui est là, des petites entreprises. Mais le plus long voyage commence par des petits pas. Donc nous sommes heureux qu'il soit aujourd'hui avec nous et il vous revient à vous, Djiboutiens, de faire de sorte qu'ils reviennent, qu'ils restent, qu'ils travaillent avec vous, comme le Japon l'a fait en Malaisie, au Vietnam, un peu partout en Asie. Aussi, c'est la veille de la TICAD 7, où le président de la République est invité et où les piliers sont la santé, l'éducation, le blue economy, comme on dit. Le blue economy, c'est l'économie maritime. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yoneten, a quant à lui remercié la Chambre du commerce pour avoir organisé la journée pays consacrée au Japon et, a-t-il dit, coïncide aussi avec le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Voici ses propos. L'année de 40e année de relations diplomatiques, relations d'amitié, d'exception entre nos deux pays. Il ne me reste qu'à remercier à tous les partenaires, les participants du côté japonais, djiboutien, tant du secteur public, des autorités, autorités gouvernementales, qu'au secteur privé. Les forces d'autodéfense japonaises, les volontaires, saluer
honorables représentants du gouvernement djiboutien. Également dans l'actualité, le Kilifto Restaurant Tintland de Djibouti est un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes aujourd'hui à la Corniche sur la route de Venise. C'est ainsi que la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a inauguré officiellement ce restaurant moderne. L'initiative de ce lieu de loisirs et de détente revient au promoteur touristique éthiopien Tawidos Belete, qui en est à sa deuxième réalisation de ce genre après le site des îles Moucha. Le coût total de construction de ce restaurant est de 2,3 millions de dollars. Pour l'ouverture et l'inauguration de cette infrastructure moderne, la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, était entourée des membres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, des membres du gouvernement, des parlementaires, des promoteurs et hommes d'affaires nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que plusieurs invités de marque. Pour cette journée d'ouverture, les convives à la cérémonie se servaient en self-service et les plats étaient offerts en guise de promotion. En effet, vu le développement économique que connaît la République de Djibouti, ces dernières années, le secteur du tourisme et de la restauration prend de plus en plus d'ampleur et attire de nombreux investisseurs étrangers. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions de cette inauguration du nouveau restaurant. En voici quelques-unes. Très bien, très joli, très agréable, extérieur comme intérieur. Beaucoup de place. On espère que ça sera un bon restaurant sur Djibouti. Mais en tout cas, c'est très agréable pour une première ouverture, oui, inauguration. Il y a beaucoup de restaurants sur Djibouti. Maintenant, celui-ci en fait partie d'un très beau restaurant sur Djibouti, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le Premier ministre Abdelrahman Kamil Mohamed a reçu ce matin une forte délégation composée d'officiers italiens et somaliens, introduite par le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi, deux généraux, en l'occurrence le général somalien Bachir Abdi Mohamed et le général italien Nischi, donc Giovanni, ont été élevés par le Premier ministre au rang d'officier de l'ordre national du 27 juin et ce, au nom du président de la République, au rang et en signe de reconnaissance pour les services appréciables rendus à la République de Djibouti. Côté primature, donc, le conseiller du Premier ministre, Ali Silay, a assisté à la cérémonie de décoration. Au terme de cette rencontre, de cette cérémonie, le général italien Giovanni a offert en guise de cadeau une statuette représentant le monument du bicentenaire de l'armée des carabiniers qui se trouve en face du palais présidentiel à Rome. Autre nouvelle, le général donc, du corps d'armée Giovanni Nistri, commandant de l'armée donc de la carabinerie, est arrivé à Djibouti où il a été reçu par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. À l'issue, les deux hauts commandants se sont directement rendus au centre d'instruction Chermoussa au PK23. La présence du haut commandant de l'armée de la carabinerie traduit l'excellente coopération qui lie les deux gendarmeries. Ensuite, le général de corps d'armée a participé à une cérémonie qui marque la fin d'une série de formations pluridisciplinaires dispensées au profit des personnels de la gendarmerie. Donc des formations portant sur le maintien de l'ordre, une autre donc sur les techniques d'investigation criminelle, une formation en police et scientifique, une formation sur la protection de l'environnement, sur la protection patrimoine culturel, une formation sur la lutte contre le terrorisme et enfin une formation sur les techniques d'intervention professionnelle. Et grâce à ces nombreuses formations qui se sont déroulées dans le centre d'instruction de la gendarmerie nationale, un nombre de 293 des personnels donc de la gendarmerie nationale ont bénéficié de ces différentes formations. Le colonel
a déclaré que le programme rentre dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les deux forces de sécurité publique. Le colonel Zakaria Hassan a affirmé que ces formations ont nettement contribué au renforcement des capacités de la gendarmerie nationale. Il a salué les liens bilatéraux qui se sont consolidés entre les deux institutions sœurs. Et comme vous le voyez à l'image, une démonstration de simulation a été faite combinant deux groupements de la gendarmerie nationale. Il s'agit du groupement mobile qui a été intervenu en premier lors d'une manifestation publique et subitement un coup de feu a été tiré à partir de la foule. Aussitôt donc le GIGN a pris le dessus pour neutraliser les assaillants. Cela montre la parfaite coordination qui existe entre les deux groupements. La collaboration dans le secteur de la formation est toujours bivalable. Si on peut donner des indications pour améliorer certaines procédures, maintenant on profite de votre procédure et de votre savoir-faire pour continuer dans la meilleure des façons. Le colonel Zakaria Hassan et le général de corps d'armée Giovanni Nistri ont rejoint donc la salle d'honneur où ils ont assisté à quelques présentations sur les perspectives futures de cette institution qui est en perpétuelle évolution. Après le déjeuner offert par le colonel de la gendarmerie nationale, à ce note, ainsi que la délégation qui l'accompagnait, ont passé aux échanges des cadeaux entre les deux hauts commandements. Une photo de famille a clôturé la cérémonie organisée en l'honneur du général de corps d'armée Giovanni Nistri. L'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui une séance des questions d'actualité générale et ce, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre, des membres du gouvernement, de l'ensemble des parlementaires constitue la forme la plus directe de contrôle de l'activité du gouvernement. Le débat d'aujourd'hui a permis à la représentation nationale de s'informer et de vérifier auprès des différents représentants de l'exécutif du respect de la feuille de route de l'exécutif. En outre, le président de l'Assemblée nationale a retenu l'attention de l'auditoire sur le respect des règles énoncées dans le règlement intérieur et ce afin de profiter d'un débat constructif et fructueux. En bref, la question des voies et moyens permettant de lutter et de juguler l'inemploi a été soulevée plusieurs fois sous l'angle principalement de l'effet déterminant que peuvent avoir la conception et la mise en place des mesures fiscales attrayantes à la croissance et à l'épargne publique et donc au financement intérieur pour créer l'environnement adéquat à la création d'emplois. Et je vous le disais en titre, le projet de réhabilitation de Belbala afin que cette zone d'habitation précaire située à la périphérie de la capitale soit totalement reconstruite, aménagée et assainie va démarrer dans les tout prochains mois. Un accord de financement de 20 millions de dollars sous forme de dons et de crédits a été paraphé ce matin entre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, et le représentant de la Banque mondiale à Toussek. Ce projet s'insère dans le cadre des efforts visant à démanteler progressivement toutes les zones d'habitation hors normes où un programme national dit de résorption des bidonvilles a été validé. Écoutez le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Il y a encore des citoyens qui sont dans des conditions précaires. Ce n'est pas seulement le logement, la question de bidonville, c'est l'emploi, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à d'autres conditions de vie décentes. Ce programme a pour nom de code Zéro bidonville à Djibouti. Après plusieurs mois d'études et de recherche de financement, ce programme donc entre ainsi dans sa phase opérationnelle. Il vise à en finir avec les bidonvilles et les habitats précaires pour offrir ainsi aux Djiboutiens des logements sociaux décents et abordables. La ministre déléguée au logement, Mme Amina Abdi, qui a assisté à la cérémonie de signature de l'accord, a rappelé que ce programme qui va bientôt démarrer marque la volonté politique du chef de l'État qui a demandé à ce que la condition de logement va de pair avec la croissance et le développement économique que connaît Djibouti. Nous l'écoutons. L'idée étant que chaque Djiboutien ait un logement décent. Un logement décent,
Ça veut dire que la maison doit être avec des matériaux qui sont durables. Il faut que les gens puissent avoir accès à l'eau, à l'électricité. Il faut que leur maison soit accessible et qu'ils puissent avoir les services de transport pas très loin de chez eux. Donc tout cela a nécessité que dans nos quartiers, aujourd'hui, on a un certain nombre de quartiers. Il y en a 13 qui ont été sélectionnés, qui ont été identifiés comme étant des quartiers qui sont sous-équipés, qui ont les caractères de bidonville, pour que les gens qui vivent dans ces quartiers-là puissent avoir leurs conditions d'habitat et leurs conditions de logement changées. Donc ce projet, comme le représentant de la Banque mondiale le disait, est le démarrage d'un processus qui est plus long, qui est plus complexe, mais qui est ô combien important et qui va durer sur plusieurs années, mais il va changer le visage de la ville de Djibouti. On a voulu commencer à Djibouti-Ville, mais le programme Zéro Bidonville va toucher également les autres villes de notre pays. S'exprimant en langue somalie, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a repris le mot d'ordre du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, notamment lors de son discours prononcé hier lors de la cérémonie de pose de pierre de 500 logements sociaux PK13 financés par la FADES. Il a indiqué que le président de la République a fait de l'accès de chaque ménage djiboutien au logement décent une priorité nationale. Le ministre a souligné que le droit au logement est une partie intégrante du développement inclusif et solidaire en tant que facteur d'harmonie familiale et de stabilité sociale. Ce projet qui va débuter prochainement favorise, selon le ministre, la mise en place d'un environnement inclusif répondant aux besoins des habitants et l'autonomisation des habitants des zones précaires. Cela contribuera au développement, a-t-il dit, d'activités économiques génératrices d'emplois et à la création de nouveaux centres économiques dans ces mêmes quartiers. Une conférence régionale s'est ouverte ce matin à l'hôtel Kempinski Palace. Elle a pour thème central s'appuyer sur le processus de paix au sein de la Corne de l'Afrique pour une amélioration urgente de la gestion des flux migratoires vers le Yémen et les pays du Golfe. Cette conférence organisée par l'Organisation internationale pour la migration en étroite collaboration avec la Fondation Ben Salman avait pour objectif d'ouvrir et d'échanger afin d'arriver à un consensus immédiat pour faire face à la situation des migrants au Yémen, à destination et en provenance de ce pays, ce qui a impacté considérablement une forte proportion des migrants des 3 pays de la Corne de l'Afrique, notamment la République de Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Ce débat permettra de renforcer la coopération des gouvernements et des partenaires autour des questions clés pour la protection des migrants, notamment la facilitation des retours humanitaires volontaires du Yémen et d'autres pays de transit. Une assistance aux migrants en détention, mais aussi identifier les principaux besoins des gouvernements en matière de renforcement des capacités. Cette conférence a vu la participation des membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Femme et de la Famille, des ministres de l'Éthiopie, de la Somalie, du Yémen, du Royaume d'Arabie Saoudite et du Koweït, les partenaires du plan régional de réponse des migrants au niveau régional et les principaux partenaires à Djibouti, tels que le HCR, l'UNICEF, le PNUD, CF the Children, l'IGAD, le SOS Village Enfants ont également pris part à cette conférence. Écoutons les propos de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumena Hamad. Plus, Djibouti prouve quelle est la place et l'importance qu'elle donne à la situation de paix dans les pays musulmans, arabes et de la Corne de l'Afrique. Le phénomène de la migration que nous traitons aujourd'hui dans cette salle n'est pas un phénomène nouveau. Depuis que l'homme existe, la migration a toujours existé. La migration, l'homme a toujours migré, soit pour conquérir des espaces, soit pour fuir une situation difficile. Et dans les 2 cas de figure, ce phénomène n'était pas aussi pesant, aussi important que nous le ressentons aujourd'hui. Cependant, l'aspect démographique que nous connaissons actuellement donne une autre proportion, une autre perception de la migration et devient quelque chose de pesant pour les pays qui accueillent les migrants. Suivons à présent les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed. Signe honneur de vous accueillir en République de Djibouti pour la conférence intitulée « S'appuyer sur le processus de paix
au sein de la Corne de l'Afrique pour une amélioration urgente de la gestion des flux migratoires vers le Yémen et les pays du Golfe. Après avoir abrité tout récemment les travaux du 4e Forum panafricain sur la migration, mon pays est extrêmement honoré d'abriter cette conférence de haut niveau aujourd'hui. Une dynamique d'apaisement a fait souffler un vent de paix sur la Corne de l'Afrique depuis le début de cette année. Il était temps que notre région, bien longtemps tourmentée par les tensions, les conflits, les catastrophes en tout genre, retrouve un peu de quiétude. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu hier dans son bureau ministériel le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, M. Alan Wolf. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération commerciale entre la République de Djibouti et cette organisation, tout en mettant en place le commerce électronique qui a vu ces dernières années une évolution rapide. Il est également question de faire le point sur la nécessité de réaliser des programmes sur le commerce et voir comment les étudiants djiboutiens peuvent profiter de ces programmes. Dans une interview, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a mentionné la position cruciale que possède ce pays de la Corne d'Afrique et l'importance de la participation des jeunes djiboutiens dans le commerce par l'utilisation des outils électroniques et informatiques. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, il a affirmé que l'arrivée du directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce va permettre aux étudiants djiboutiens de mieux connaître l'Organisation mondiale du commerce. Adjoint de l'Organisation mondiale pour le commerce nous a fait l'honneur ce matin avec notre ambassadrice de venir au ministère de l'Enseignement supérieur pour étudier les voies et moyens de renforcer les capacités de nos étudiants djiboutiens dans ce domaine. Nous avons évoqué un certain nombre de projets et notamment tout ce qui est en relation avec le e-commerce, les e-assurances, tous ces aspects du numérique qui sont en train d'envahir notre quotidien, mais également de réfléchir un peu sur comment développer à Djibouti le secteur de droit des affaires. Et donc nous avons eu à travers cet échange beaucoup d'écoute et nous avons également étudié les voies et moyens de renforcer les capacités humaines. C'est dans ce cadre-là également que le directeur adjoint va faire aujourd'hui une conférence devant les étudiants, d'une part pour faire connaître cette organisation qui est peut-être pas très bien connue au niveau de nos étudiants, mais également quelles sont les opportunités qui s'ouvrent pour eux dans l'avenir. Le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Amlié, a présidé hier la première réunion regroupant les membres de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires. Il s'agit des représentants du ministère du Travail, des représentants des syndicats, du patronat et des employeurs. Objectif, lancer le processus de renégociation des conventions collectives. Autrement dit, de réviser les accords collectifs afin de renforcer les droits et devoirs des travailleurs. Le second point à l'ordre du jour, la sensibilisation sur l'application salaire minimum fixée à 35 000 francs qui a été promulguée en juin 2018. Cette première réunion est le début d'une série de rencontres de la part de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires. Prenant la parole, le ministre du Travail a insisté sur l'application et la sensibilisation auprès des employeurs. On l'écoute. À tous les membres de la Commission nationale paritaire de conventions collectives et des salaires présents à cette première réunion destinée à lancer le processus de renégociation des conventions collectives. En effet, comme vous le savez, la plupart des accords collectifs sont périmés et les échéances prévues par le Code du travail sont largement dépassées. Il faut que de nouveaux accords collectifs soient négociés dans le meilleur délai. Je demande à ce que les partenaires sociaux mettent en œuvre les exigences posées par la négociation des conventions collectives
qu'il s'applique de façon régulière et soutenu dans les activités de cette commission d'une haute priorité pour le ministère du Travail. J'encourage vivement les partenaires sociaux à œuvrer pour faire évoluer cette couverture conventionnelle. L'autre point à l'ordre du jour est l'application du SMIC, qui est fixé à 35 000 francs par les employeurs de la place. Après un an et demi de travaux, le projet de construction de la mosquée Selama sur le site de PK13, la commune de Belbela, vient de prendre fin. Cette grande mosquée, construite grâce au financement de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid, sera inaugurée demain à l'occasion de la grande prière du vendredi, sous les auspices du président de la République et de la première dame. La mosquée Selama, construite sur une superficie totale de 10 000 m², a une capacité d'accueil estimée à plus de 2000 fidèles. Elle comprend donc une mosquée pour hommes et pour femmes, une bibliothèque, les appartements privés de l'imam et du muadim ainsi qu'un parking. La mosquée entièrement décorée selon un style arabo-musulman reste un chef-d'œuvre construit par la société Al-Hamdani pour les commerces et les investissements immobiliers. Et juste avant de passer à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, ce communiqué qui nous est parvenu de la préfecture et qui informe les membres des syndicats d'importation du CATS, SIKI et SUCIK, que l'élection sur le référendum de fusion des 10 syndicats aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à 9 h au City Hall près du phare de Belbela. Tous les membres sont prêts de se munir des originaux de leurs pièces d'identité et patentes. Je vous le dis en titre, les pourparlers engagés aujourd'hui en Suède par le gouvernement et les rebelles yéménites représentent une opportunité unique de ramener sur le chemin de la paix ce pays dévasté où la famine menace. C'est ce qu'a déclaré à l'ouverture des négociations le médiateur de l'ONU. Toutes les tentatives visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis 4 ans ont échoué jusqu'ici, alors que la situation humanitaire dans ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, est la pire du monde selon l'ONU. Les consultations en Suède sont d'abord destinées à construire la confiance entre les deux parties et de réduire la violence sur le terrain selon Martin Griffith. Ce dernier a par ailleurs annoncé la signature formelle d'un accord conclu cette semaine sur l'échange de centaines de prisonniers supervisés par le Comité international de la Croix-Rouge. L'Union européenne et la France ont annoncé ce jeudi à Nouakchott un total de 1,3 milliard d'euros de financement pour les projets du développement du G5 Sahel, axé sur la prévention du terrorisme. La conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel a démarré aujourd'hui en Mauritanie. Cette conférence réunit les plus hautes autorités des 5 pays composant l'organisation, ainsi que plusieurs experts partenaires et bailleurs de fonds. À la date d'aujourd'hui, seuls 13% des financements totaux ont été mobilisés pour la mise en œuvre du programme, à savoir de 149 millions d'euros par les États membres eux-mêmes et 18 millions d'euros via les partenaires techniques et financiers. Notons que cette conférence succède à celle de février dernier à Bruxelles, visant à mobiliser les fonds d'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Excellent week-end à toutes et à tous.